Bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de ce séminaire Blockchain et droit de nous avoir invités à vous présenter cette introduction au smart contract. Donc, je suis ravie de le faire en compagnie de Timothée Charmey qui a soutenu son mémoire hier soir. Donc, le mémoire est fini, soutenu. Il ne connaît pas encore sa note, mais elle est très bonne. Et c'est largement mérité. C'est intéressant de travailler avec des étudiants qui découvrent la recherche. C'est un principe du laboratoire auquel j'appartiens, le laboratoire IOD, l'Institut Ouest Droit Europe, de faire intervenir le plus tôt possible les étudiants qui s'engagent dans la recherche et de leur confier des responsabilités aux côtés d'enseignants, chercheurs seniors, voire très seniors. C'est rassurant de savoir que nous avons une filiation, que derrière nous, il y a des personnes qui s'engagent encore dans l'activité de recherche et qui s'intéressent notamment aux problématiques du numérique. Alors, je pense que la clinique du droit était attendue à l'université de Rennes, la faculté de droit. C'était un peu frustrant pour moi de voir sur les réseaux sociaux que partout ailleurs ils sont développés, qu'il n'y en avait pas ici. Et je suis vraiment très contente que vous ayez fait votre apparition et qu'en plus vous choisissiez pour une de vos premières manifestations de fin d'année, un peu comme une petite université finalement, non pas d'été mais de fin de printemps, de vous intéresser à la blockchain et au droit. C'est aujourd'hui un sujet d'interrogation. C'est peut-être même un sujet de préoccupation pour les juristes, la blockchain d'une manière générale. Et comme l'a titré un de mes collègues, Mustapha Meki, les smart contracts, eux, oscillent carrément entre espoir et fantasme. Donc, nous allons essayer de vous parler de ces smart contracts. Bien sûr, la traduction littérale de contrat intelligent ne convient pas bien et tout le monde le sait. Le smart contract est plutôt un contrat auto-exécutant, un contrat qui finalement s'exécute sans la présence des parties et sans l'intervention de tiers. Ce qui n'est absolument pas nouveau. Il y a très longtemps que l'imagination humaine a permis d'automatiser l'exécution d'un contrat, parfois en mettant une pièce dans une soucoupe, ce qui fait monter une autre soucoupe ou libère une soupape. Dans les temps antiques, on faisait déjà du contrat auto-exécutant en quelque sorte. Quand vous utilisez une borne de validation pour un ticket de transport, c'est du smart contract. Quand vous mettez une pièce de monnaie de plus en plus grosse pour avoir une tasse de café de moins en moins remplie, c'est aussi une forme de smart contract, c'est-à-dire de contrat auto-exécutant. L'autre partie n'est pas là, mais il y a bien une autre partie. Quand j'étais étudiante, pour désigner ces phénomènes, on nous parlait parfois de réification du contrat. Et on semblait nous dire que le contrat se passait directement avec la machine. Cette piste a été assez rapidement abandonnée. Et la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si l'émergence de la technologie blockchain ne va pas permettre d'aboutir à cette conclusion d'un contrat avec une chose. La chose, en l'occurrence, serait un jour un objet connecté, par exemple une serrure électronique qui se déverrouillerait une fois que la blockchain enverrait l'information que le paiement de la location a bien été effectué. Voilà des réflexions qui à la fois montrent que l'idée de smart contract doit s'ancrer dans l'histoire. Ce n'est pas un phénomène complètement nouveau. Donc les juristes ont réfléchi depuis longtemps à la possibilité d'appliquer des règles de droit à ces institutions contractuelles qui permettaient l'exécution d'un contrat hors la présence des parties et sans l'intervention d'un tiers. Mais en même temps, la technologie blockchain est profondément déstabilisante pour les juristes. Habituellement, le juriste fonde la confiance sur la présence d'un tiers, un tiers certificateur, un notaire notamment. Le mot notaire n'étant pas forcément pris dans le sens officier public et ministériel tel que nous le connaissons en droit français, mais étant pris dans le sens d'une personne, d'un intervenant qui supervise, contrôle et certifie
les actions des parties. La blockchain veut effacer, non pas la confiance, mais veut effacer le tiers. En tout cas, c'était le projet d'origine, comme on a dû vous l'expliquer hier. Alors, je vous signale un numéro de Réalité industrielle, la revue publiée par l'Institut Mines Télécom, qui avait fait en août 2017 un numéro spécial blockchain et smart contract des technologies de la confiance. Et c'est une des interrogations que nous allons essayer de développer devant vous. Est-ce qu'il peut y avoir une promesse de confiance renforcée à travers le smart contract lorsqu'il est supporté par une blockchain et lorsqu'il fonctionne comme une couche informatique fonctionnelle de la blockchain? Smart contract, nous allons, pour cet exposé, et seulement pour les besoins de cet exposé, mettre des majuscules pour montrer que c'est une sorte d'appellation spécifique pour un protocole d'exécution d'obligations contractuelles sur instruction d'une blockchain. Donc, nous allons réduire volontairement la notion de smart contract développée à son usage blockchain. Au lieu de voir un contrat s'exécutant automatiquement avec ou sans blockchain, nous allons intégrer le smart contract à la blockchain. Mais nous souhaitions d'emblée quand même vous rappeler que le contrat auto-exécutant peut être plus large que la blockchain. Mais la blockchain lui donne une nouvelle vitalité. Alors, la blockchain, on vous a largement expliqué que c'était un registre électronique distribué, partagé, sans autorité centrale, j'imagine, transparent, sécurisé. Au départ, il y avait l'Internet qui permettait l'échange d'informations. Puis, avec la blockchain est apparue la possibilité d'échanger des valeurs. Et pour ça, il a fallu mettre au point des dispositifs électroniques d'enregistrement partagé, ce qu'on appelle parfois des variétés de DLT, des Distributed Ledger Technology. Et la première et la plus connue est assurément la Bitcoin, qui permet essentiellement la création, le stockage et la transmission de cryptoactifs, puisque l'expression crypto-monnaie ne semble pas aujourd'hui légalement adaptée au Bitcoin. Puis, l'Ethereum est apparu, donc une blockchain qui ne fonctionne pas selon une base de transaction, mais avec une base de compte. Et parce que l'Ethereum fonctionne avec une base de compte, on peut envisager de faire autre chose que du minage de cryptoactifs. On peut faire avec de l'Ethereum du smart contract. Avec les avantages de la blockchain ou de la chaîne de blocs qui lui sont intrinsèquement attachés, c'est-à-dire l'automaticité et l'immutabilité. C'est ce que l'on nous promet, à voir si cela peut être réalisé. Alors aujourd'hui, ce registre transparent, sécurisé, horodaté, public, partagé, sans autorité centrale, qui constitue un commun électronique en quelque sorte, est challengé. Cette définition traditionnelle de la blockchain correspond bien à la blockchain publique. Mais la blockchain publique pose, pour une utilisation en matière contractuelle, quelques difficultés. La pseudonymisation, qui rend peut-être impossible le recours au contrat, la transparence, ce qui veut dire que la protection du secret des affaires devient extrêmement compliquée. Mais l'immutabilité en elle-même, qui est à l'avantage de la blockchain, est une difficulté en matière contractuelle. Pourquoi? Parce que les contrats doivent parfois s'adapter aux circonstances. La réforme de 2016 a introduit la possibilité de modifier les contrats, sauf clause contraire, lorsque les circonstances changent. Or, la blockchain rend cela impossible. Le droit français interdit les contrats perpétuels. Mais dans la blockchain, le contrat semble pouvoir être perpétuellement présent, ce qui ne veut pas dire qu'il sera perpétuellement actif. C'est pour ça que se développent des blockchains privées. Des blockchains privées qui sont initiées par un individu, une société, et qui sont fermées. Donc, on est au-delà de la blockchain publique, et on est même dans une sorte d'antonyme de la blockchain publique, le contraire. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un contrôle d'accès avec la blockchain privée et la possibilité de modifier les informations est envisageable.
Donc, les blockchains privées fonctionnent plutôt comme des bases de données. Elles ne sont pas réellement des blockchains et les puristes de la blockchain, d'ailleurs, excluent les blockchains privées de la notion de blockchain. Or, ce que l'on va constater, je l'espère au fur et à mesure de notre exposé, c'est que ce qui se développe, c'est du smart contract sur blockchain privé, donc ce n'est pas du contrat intelligent et ce n'est pas vraiment de la blockchain. On est en train de travestir une réalité dont on peut questionner l'importance. Certains prétendent qu'il y a des millions de smart contracts parce qu'ils considèrent que toute transaction passant par une blockchain doit être considérée comme smart contract. Ce n'est pas certain. Il faudrait déjà parvenir à définir correctement le smart contract et cela réduirait la blockchain à une activité de smart contract. Et le smart contract absorberait en quelque sorte les potentialités de la blockchain. On peut douter qu'il en soit ainsi. Est-ce qu'il n'y a que quelques dizaines, quelques centaines de véritables smart contracts par jour? On peut se poser la question. Je passais hier une journée de travail avec un ancien bâtonnier qui a un très, très gros cabinet spécialisé en droit des affaires. Il m'a dit, oh, la blockchain, oui. Bon, moi, je commence à en avoir marre de vos histoires de smart contract parce qu'on m'en parle tous les jours et je n'en ai jamais vu aucun. Alors même que le concept semble avoir été popularisé à partir des années 2000. Je ne vais peut-être pas revenir sur le travail fait par Nicolas Szabo. On avait d'abord Szabo qui avait défini le smart contract, puis la blockchain est apparue et Szabo aurait déclaré que la blockchain était un vecteur particulièrement adapté pour le smart contract. Mais le smart contract a précédé la blockchain, même pour les informaticiens. Le smart contract, dans le cadre de la blockchain ou sur support blockchain, apparaît comme une couche informatique fonctionnelle. La blockchain, à l'origine, a été conçue pour assurer la transmission de monnaie, appelée monnaie ou de tokens. On s'est aperçu que cette transmission était rendue possible par un stockage, une conservation de données. Il y a donc dans la blockchain une fonction de record keeping qui est extrêmement importante et qui intéresse forcément les juristes parce que depuis la nuit des temps, les juristes servent à conserver la trace des transactions, la trace des informations, la trace des faits juridiques. Regardez les registres d'état civil, donc la blockchain de ce point de vue-là est intéressant, les questions de propriété, le cadastre, le registre de la publicité foncière. Donc la blockchain intéresse forcément les juristes dès ce stade de deuxième couche. Bien sûr, la fonction d'horodatage qui permet de faire une analogie avec la date certaine. Est-ce que l'on peut confondre la date certaine des juristes du Code civil avec l'horodatage de la blockchain? Et enfin, on en arrive au processus automatisé d'exécution qui intéresse évidemment plus encore les juristes. Cette automatisation de l'exécution d'un contrat dit fiat, le contrat fiat, c'est le contrat effectif. C'est le contrat qui est dans le monde hors blockchain, pour lequel la blockchain est utilisée afin d'en développer automatiquement les effets. Et c'est là que la technologie smart contract s'interpose. Alors, est-ce que le smart contract doit véritablement se rattacher à un contrat fiat? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres engagements qu'un contrat conforme aux exigences du Code civil à l'origine d'une exécution automatique de l'engagement dans la blockchain? C'est là une question que l'on peut se poser qui intéresse notamment les autorités publiques. Alors, la définition du smart contract que dans un premier temps nous pouvons retenir pour avancer dans le cadre de cette introduction serait la suivante: logiciel programmant des instructions. C'est une grosse dégringolade, comme passer de smart contract, contrat intelligent, à logiciel programmant des instructions. La vision est peut-être excessivement réductrice. Il s'agit bien évidemment, dans le cadre de cette introduction au smart contract, de solliciter votre analyse critique, de vous provoquer peut-être même un petit peu par des suggestions d'initiatives individuelles, celles de M. Charmeil ou bien les miennes, afin non pas de vous montrer que le smart contract est impossible à appréhender pour les juristes, mais de vous montrer que les juristes pourraient, le cas échéant, faire le succès du smart contract ou au contraire son insuccès. Parce que
les possibilités en droit sont toujours infinies ou presque. Le droit est dicté par une société. Le droit est une règle d'organisation de la vie en société. Sa fonction sociale prime largement sa fonction contentieuse. Donc, le droit ne peut ignorer le smart contract, mais le smart contract devra se glisser dans un espace que les juristes voudront bien lui accorder. Donc, ce programme d'instruction sécurisé, capable de s'exécuter de façon autonome et transparente, se rattache bien au contrat. Le contrat préexistant, celui du monde réel, c'est ce qui permet de donner dimension au contrat. Quant à l'intelligence, nous savons tous qu'en droit, en anglais, le mot smart ne signifie pas seulement intelligence, il signifie aussi élégant, chic, habile, parfois même brillant. Donc, l'idée, c'est peut-être que le côté smart du logiciel qui assure l'exécution des instructions soit à la fois l'automaticité et l'intégrité. C'est un petit peu que lorsqu'on est face à un acte authentique, quand on cherche désespérément à établir une chaîne de transmission de la propriété dans un acte de vente d'immeuble et qu'on retrouve l'acte authentique qui manquait pour faire le lien entre deux personnes présentées comme propriétaires successifs quand on a eu un problème à la publicité foncière, ou même sans problème à la publicité foncière, juste le plaisir de retrouver les actes et de faire le lien entre tous les actes. Eh bien, il n'y a pas de défaut. Et c'est peut-être ça l'idée du smart contract, c'est l'absence de défaut, l'absence d'incertitude et donc la confiance renforcée. Potentiellement, le smart contract peut aller au-delà. Le smart contract assurant l'exécution d'un contrat effectif, c'est une possibilité qui aujourd'hui semble avérée avec des exemples d'application ou d'expérimentation. Mais potentiellement, le smart contract pourrait être un vrai contrat électronique avec une inscription unique et directe dans la blockchain. Il n'y aurait que la blockchain pour faire exister le contrat. Sans l'instruction écrite dans la blockchain, le contrat n'existerait pas, il n'existerait qu'à travers elle. Là, le droit va avoir beaucoup de difficultés à supporter une telle institution. Et je ne pense pas qu'une institution sociale puisse être supportée uniquement par une technologie, surtout que cette technologie blockchain n'est pas dépourvue de philosophie, voire d'idéologie. Les libertariens prônent bien sûr les solutions technologiques de la blockchain. S'affranchir de l'État, s'affranchir du juge. Dans un État totalitaire, les technologies blockchain peuvent apparaître comme des espaces de liberté reconquis. Faire discrètement, sans l'intervention des autorités publiques malfaisantes, ce que l'on veut, en totale liberté, en toute sécurité, sans que les décisions prises puissent être mises en cause par l'arbitraire d'une puissance publique dévoyée, c'est évidemment très important. Mais dans les États de droit, le droit doit primer. Et on ne peut pas exclure la loi, on ne peut pas exclure le juge, parce que si la technologie prend le pouvoir et dispose de tout le pouvoir, nous ne sommes plus dans un état de droit et pas dans une démocratie. Il faut que les contre-pouvoirs existent. Donc le contre-pouvoir du juge face à l'autonomie de la volonté des parties semble nécessaire. Pour toutes ces raisons, et alors même qu'il y a vraiment un courant philosophique qui s'oppose à toute intervention du droit à l'égard de la blockchain et donc du smart contract, le smart contract en tant que potentialité d'usage de la blockchain doit plus que d'autres fonctions de la blockchain faire l'objet d'un examen approfondi par le juriste pour être peut-être identifié comme un nouvel objet juridique et éventuellement régulé. Réguler, ça ne veut pas forcément dire légiférer. Légiférer, ça ne veut pas forcément dire voter beaucoup de lois, des lois compliquées, des lois qui limitent la liberté. La loi peut aussi être un instrument d'encouragement de l'innovation, en levant des freins. La loi protège, la loi sécurise,
mais la loi ne doit être que lorsqu'elle est nécessaire. Et c'est à cette question que nous avons souhaité répondre en essayant de vous montrer que le code n'est pas et ne pourra pas être la loi. Mais la loi doit intégrer le code. Et au plan international, on constate quelques tentatives. Tout le monde cite à propos du smart contract la loi du Nevada qui le définit comme un contrat stocké sous forme de document électronique. Et au plan européen, le smart contract surgit dans des documents, soit des documents de travail, soit des documents officiels des institutions européennes. Monsieur Charmeil va vous expliquer la genèse du smart contract en droit européen. Au plan national, lorsque je reprendrai la parole, j'essaierai de vous montrer qu'aujourd'hui, les principes généraux du droit français permettent de faire exister des smart contracts sans grande difficulté, mais peut-être avec une efficacité réduite par rapport à ce que l'on souhaiterait, que des propositions législatives peuvent éventuellement être envisagées à moyen terme, et nous reviendrons sur quelques consécrations légales du smart contract qui, pour certaines, se sont avérées éphémères. Je passe donc la parole à Timothée pour qu'il puisse vous présenter la genèse du smart contract en droit de l'Union européenne. Merci Madame la professeure et merci donc à la Clinique du droit pour cette conférence, ce sujet si intéressant. Pour commencer, il faut souligner que dans l'Union, avant d'être un objet de droit, le smart contract, c'est d'abord un fait. Et le Parlement le notait dès 2020 dans une résolution où il affirmait que donc, le smart contract est une véritable réalité sur le marché numérique européen. Ainsi, on peut considérer qu'il y aurait de nombreux smart contracts qui seraient conclus chaque jour sur le marché européen, même si, comme l'a montré le professeur Barrault, ce n'est pas du tout certain, ça dépend de la définition qu'on retient. Néanmoins, on est certain, on a vu, on peut témoigner de véritables expériences du smart contract, notamment d'expériences de smart contract à destination du public. L'expérience la plus célèbre aujourd'hui est sans doute le service FIDSI qui a été lancé par AXA, donc qui permettait d'indemniser les passagers d'un vol dès lors que le vol avait plus de 2 heures de retard. Donc il n'y avait pas besoin d'intervention humaine grâce au smart contract, dès lors qu'il y avait plus de 2 heures de retard, alors indemnisation des clients. Et il y avait eu près de 11 000 souscriptions, un certain impact. Donc le fait précède le droit en matière de smart contract. Dans ce contexte, les institutions de l'Union essaient de rattraper leur retard et ont pour ambition de réguler ce fait par le droit. C'est pourquoi le droit de l'Union a élevé le smart contract au rang de priorité de normalisation, de priorité en matière de normalisation, dans une communication de la Commission du 8 février 2022. Élever le smart contract au rang de priorité en matière de normalisation, cela suppose que le smart contract relève de la compétence de l'Union européenne. Or, dans les divers documents qui affirment que le smart contract donc, est véritablement une compétence de l'Union, jamais le Parlement n'explique pourquoi l'Union est compétente et jamais n'explicite quel est le fondement de cette compétence. Cette affirmation de la compétence de l'Union est toutefois bienvenue parce qu'elle permet de désamorcer tout débat quant à cette compétence de l'Union. Néanmoins, on peut se demander quel sera le fondement, probablement l'article 114 TFUE sur la clause d'harmonisation, donc qui est relatif au marché intérieur. Si évidemment le smart contract recouvre l'enjeu du marché intérieur, il ne s'épuise pas dans cet enjeu-là. Donc on peut questionner cette base juridique, ou plus largement, on peut aujourd'hui penser que l'Union se référera à l'article 4 TFUE qui semble être utilisé aujourd'hui par la politique du numérique de l'Union. Aujourd'hui, si on observe le droit de l'Union, on observe qu'il y a de fortes lacunes parce que l'Union n'a pas concrétisé cette compétence. En réalité, aujourd'hui, nous n'avons aucune hard law en matière de smart contract, seulement de la soft law. Il semble donc que l'Union soit rétive à appréhender ce programme informatique et quand elle le fait très timidement. Par exemple, l'un des documents les plus importants qui a été aujourd'hui publié par l'Union à propos du smart contract est une communication de la Commission. Et dans cette communication, le smart contract n'est pas évoqué dans le corps du document, mais seulement en note de bas de page sous le document, comme si le smart contract ne méritait même pas d'être traité dans le corps de la communication. Avant de continuer, il convient donc de définir la notion de smart contract, comment l'Union appréhende cette notion. D'abord,
comme l'a dit le professeur Barrault, il convient de privilégier la notion de smart contract. Pourtant, le droit de l'Union, dans tous ses documents, parle de contrat intelligent. Et encore une fois, nous ne sommes que sur de la software et pas de la radio, donc peut-être que ça changera, mais on peut quand même penser qu'on va utiliser en droit de l'Union la notion de contrat intelligent. Cette notion a été définie pour la première fois dans la communication que vous avez citée du 29 décembre 2021. Donc, selon la Commission, l'expression contrat intelligent désigne un programme informatique ou un protocole de transaction destiné à exécuter, contrôler ou documenter automatiquement des événements et des actions juridiquement pertinentes. Ce qui est intéressant ici, c'est que la Commission va y ajouter que cette expression ne doit pas être utilisée comme synonyme du contrat lui-même. Donc, le smart contract ne saurait être un contrat en droit de l'Union. Même s'il s'appelle contract, ce ne serait pas un. Malheureusement, cette définition ne saurait être considérée comme la définition du smart contract en droit de l'Union, dans la mesure où il semble y avoir un début de controverse institutionnelle quant à la définition du smart contract, parce que plus récemment, donc en février 2022, dans la proposition de Data Act, Parlement et Conseil ont conjointement défini le smart contract en des termes différents. Ainsi, le smart contract ou contrat intelligent serait plutôt un programme informatique stocké dans un système de registre électronique, le résultat de l'exécution du programme étant enregistré dans le registre électronique. Au-delà de l'obscurité de cette définition, on peut regretter que le Parlement et le Conseil n'aient pas repris les mots de la Commission. Non, ça permet de souligner une chose, c'est qu'il est extrêmement complexe de définir le smart contract, comme vous l'a expliqué la professeure Barrault. Maintenant, rentrons plus directement dans le vif du sujet et dans la régulation du smart contract en droit de l'Union. Le droit de l'Union avait plusieurs choix dans la modalité de régulation. Ça peut être une régulation directe ou une régulation indirecte. Par régulation directe, j'entends ici l'adoption d'un nouvel acte de portée générale, et par réglementation indirecte, c'est l'application au smart contract de dispositions préexistantes. Force est de constater que le droit de l'Union n'opère pas de choix. Les deux sont faits. Cela peut mener à des difficultés en raison des caractéristiques technologiques du smart contract qui rendent complexe l'application de certaines dispositions préexistantes. Mais ce qu'il faut aussi retenir de très important en matière de régime et d'approche du smart contract par le droit de l'Union, c'est que le droit de l'Union ne semble pas avoir de vision d'ensemble. En réalité, le droit de l'Union appréhende parfois le smart contract comme un contrat, à travers le prisme des contrats, ce qui semble assez logique. Mais parfois, de manière plus étonnante, il l'appréhende à travers le prisme des données sans qu'il y ait de lien qui soit effectué entre l'appréhension par le contrat et l'appréhension par les données. On a même parfois l'impression que ce sont deux choses complètement différentes. Donc, ça nécessitera probablement l'adoption d'un acte d'ensemble qui viendra rétablir une véritable cohérence. Commençons par l'appréhension classique attendue à travers le cadre contractuel. Il faut se référer pour ça donc, à une communication de la Commission du 29 décembre 2021 dans laquelle la Commission retient, je cite, l'application de la DDC, donc la directive canonique relative aux droits des consommateurs, ne dépend pas de la technologie utilisée par un professionnel, peu importe qu'un consommateur conclue un contrat à distance normal sur l'Internet ou utilise la technologie d'exécution des chaînes de blogs. Et une note de bas de page, sous la communication, vient préciser ce qu'il convient d'entendre par là, énonce que ce principe vaut également pour les transactions dans lesquelles les contrats intelligents sont utilisés. La Commission élève donc le smart contract au rang de mécanisme d'exécution des contrats à distance. Ce faisant, implicitement, la Commission reconnaît la licéité du smart contract qui est utilisé dans les relations entre professionnels et consommateurs. Le fait que ce soit uniquement positionné bien discrètement en note de bas de page, ça n'atténue pas la force de cette affirmation, qui est étonnante, parce que, comme vous l'expliquera la professeure Barrault, nombreux étaient ceux qui préféraient que le smart contract ne puisse être utilisé que dans les relations de parties de puissance équivalente et entre professionnels. Dès lors que la Commission affirme la licéité du smart contract dans les relations où le déséquilibre est le plus intense, donc entre professionnels et consommateurs, on peut conclure au moyen d'un raisonnement a fortiori que le smart contract est licite en droit de l'Union en droit commun des contrats. Toutefois, ici j'attire votre attention sur le fait qu'on ne sommes encore que sur de la soft law. Donc la portée de cette licéité n'est qu'indicative. Et surtout, il y a un absent majeur de cette approche contractuelle du smart contract et plus largement de l'approche du smart contract par le droit de l'Union, c'est l'environnement. Et c'est notamment le Green Deal. Parce que, comme vous le savez, la blockchain a un impact très lourd pour l'environnement.
Or, dans la communication du 11 décembre 2019, intitulée « Un pacte vert pour l'Europe », que vous connaissez probablement sous le nom de Green Deal, la Commission énonce que toutes les actions et politiques de l'Union devront contribuer à atteindre les objectifs du pacte vert pour l'Europe. Or, il semble très peu certain qu'une régulation du smart contract qui aurait donc un impact très fort et très négatif pour l'environnement, permette de contribuer à atteindre les objectifs de l'Union. Donc, le smart contract est illicite, probablement jusqu'à ce qu'on parle du Green Deal. Il est d'ailleurs très intéressant de constater qu'il y a un véritable silence assourdissant de l'Union à ce sujet. Jamais elle n'a évoqué la question du Green Deal dans le smart contract. Et même la doctrine ne s'est pas encore emparée du sujet. Donc j'espère qu'on assistera, on sera témoin de l'apparition d'une doctrine fournie sur ce sujet. Donc, une fois qu'on a affirmé que le smart contract était licite en droit de l'Union, il faut essayer de voir quel est son régime. Dès lors que le smart contract est assimilé par le droit de l'Union, par la Commission, à une technique de communication à distance, donc inclus dans un contrat à distance, il faut lui appliquer le régime du contrat à distance. En passant, on peut s'étonner de l'assimilation du smart contract à cette technique de communication à distance. Parce que, comme vous l'avez compris, même si on ne sait pas encore à quoi pourrait servir exactement le smart contract et que donc, ces applications sont discutées, néanmoins, il est certain qu'elle sera plus qu'une technique de communication à distance. On peut réduire une technique de communication, ça peut paraître étonnant. Donc, s'agissant du régime du contrat à distance, ici, je soulignerai que certains très saillants. La directive relative aux droits des consommateurs prévoit qu'en ce qui concerne les contrats à distance, le professionnel fournit au consommateur les informations prévues à l'article 6, met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Donc, il y a l'exigence d'un langage clair et compréhensible. Je ne sais pas quelle est votre connaissance du code, mais je ne suis pas certain que pour vous, le code informatique soit un langage clair et compréhensible. En effet, la notion même de code, le code, c'est ce qu'on ne peut pas déchiffrer si on n'a pas cette clé, justement, qui permet de lire le code. D'ailleurs, une étude menée en 2013 considérait que seul 0,26% de la population mondiale est à même de comprendre le code informatique. Donc, le code informatique ne serait pas ce langage clair et compréhensible. Dans ce contexte, l'application du régime du contrat à distance au smart contract, comme nous le demande la Commission, semble très étonnante et même illusoire. Mais ce constat, il n'est pas uniquement vrai pour l'exigence de langage clair et compréhensible, mais aussi pour l'exigence d'un droit de rétractation. En effet, selon la formulation de la directive relative aux droits des consommateurs, l'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties d'exécuter le contrat à distance. Je m'arrête quelques instants sur l'obligation des parties d'exécuter le contrat à distance, parce que c'est symptomatique de la difficulté, voire même quasiment l'impossibilité d'appliquer des dispositions préexistantes au smart contract. Parce que dans le smart contract, il n'y a pas vraiment d'obligation des parties d'exécuter, vu qu'il y a auto-exécution. Et surtout, il semble compliqué de prévoir un droit de rétractation dès lors qu'il est impossible d'interrompre cette exécution. Ça implique de modifier le smart contract tel qu'il existe technologiquement le code. Mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être que les institutions de l'Union nous expliquent comment faire. Parce qu'évidemment, nous sommes d'accord, le droit de rétractation serait bienvenu. Mais comment faire? Donc, finalement, ce que vous devez retenir de l'approche contractuelle du smart contract, c'est que la communication du 29 décembre 2021 semble reconnaître la licéité du smart contract et demande à ce qu'on lui applique le régime du contrat à distance. Toutefois, dès lors qu'on applique ce régime, ça a paradoxalement pour effet de rendre le smart contract illicite. Donc, le juriste est un peu ici plongé dans un abîme de perplexité et donc on a besoin de précision à ce sujet. Ensuite, voyons le smart contract comme la manière dont il est appréhendé par l'Union à travers le prisme des données. C'est assez intéressant parce que le smart contract constitue simultanément la pire menace pour les données, mais aussi le plus grand bienfait potentiel pour les données dans l'Union. La pire menace, vous l'avez compris probablement, c'est la question de la conformité au RGPD. Mais le plus grand bienfait, c'est parce que le smart contract permet de sécuriser le partage des données. Or, comme le soulignait le Parlement et la Commission dans une proposition intitulée « Une plaque sur la gouvernance des données » de 2020, il est nécessaire d'améliorer les conditions du partage des données dans le marché intérieur parce que ce partage des données dans le marché intérieur est insuffisant.
Or, récemment, donc dans la proposition d'attaque du 23 février 2022, Parlement et Conseil sont venus nous dire que ce smart contract pouvait justement permettre de faciliter le partage des données. En effet, il est écrit, je cite, que le détenteur des données peut appliquer des mesures techniques appropriées de protection, y compris des contrats intelligents, afin d'empêcher l'accès non autorisé aux données et de garantir le respect des conditions contractuelles convenues pour la mise à disposition des données. Toutefois, parce que le smart contract ne saurait atteindre cet objectif de sécurisation du partage de données sans être modulé, le Data Act veille à formuler des exigences essentielles concernant le contrat intelligent pour le partage des données. La première, ici, je ne parlerai pas de toutes les exigences, encore une fois, je n'en soulignerai que les plus importantes. Le Data Act commence par imposer que le smart contract offre un degré très élevé de robustesse. Je pense qu'il faut s'arrêter ici un peu sur cette expression de degré très élevé de robustesse. Commençons par la notion de robustesse. À première vue, c'est une notion complexe pour les informaticiens et les codeurs, car cette notion n'a aucun sens en code et en informatique. On peut donc logiquement s'attendre à ce que cette notion de robustesse soit définie par le Data Act dans le cadre de cette proposition de règlement. En effet, il existe à l'article 2 de cette proposition un article qui établit près d'une vingtaine de définitions de toutes les notions importantes dont la compréhension est nécessaire pour l'application de cette proposition de règlement. Or, force est de constater qu'on ne trouve pas la définition de robustesse. Donc, on ne sait pas ce qu'est la robustesse. Et à cette difficulté s'ajoute celle du degré très élevé. Donc, on a ici l'ajout d'un standard, donc notion éminemment subjective, notion essentielle pour le juge, mais notion qui n'est pas comprise par le code informatique. En effet, le code informatique est incapable de comprendre la subjectivité, il faut que tout soit très clair, c'est le langage conditionnel, si X, then, alors Y. Il ne peut pas y avoir de marge d'appréciation. Donc, degré très élevé de robustesse, c'est difficilement compréhensible. On a besoin de plus de précision. Ensuite, le Data Act exige encore que le smart contract prévoit un mécanisme permettant de mettre fin à l'exécution continue des transactions. Si une telle disposition, une telle exigence est évidemment bienvenue, ça permettrait de neutraliser l'un des principaux inconvénients du smart contract, donc l'impossibilité d'interrompre l'exécution. Sans précision du Parlement et du Conseil sur la manière dont il faut prévoir cette interruption d'exécution, ça semble illusoire. En effet, aujourd'hui, on ne sait pas comment prévoir une interruption de l'exécution. Donc, c'est effectivement, c'est beau de le demander, mais il faut nous expliquer comment le faire. Surtout, comme le constate la souligne une partie de la doctrine, cette exigence a pour effet de rendre illégaux des milliers de contrats intelligents qui ne peuvent pas être modifiés. Des contrats qui ont déjà été codés. Que fait-on avec tous ces contrats qui pourraient être applicables encore pendant de très nombreuses années et qui ne peuvent pas être modifiés, dont le code ne peut pas être modifié. Ensuite, ce qui est intéressant ici, c'est que le droit de l'Union essaie d'établir un véritable régime. Donc, il s'intéresse ici à la manière d'appréhender la responsabilité et exige ici que le vendeur du contrat intelligent, ou à défaut la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement des contrats intelligents pour des tiers dans le cadre d'un accord de mise à disposition des données, il implique que ces personnes-là vérifient la conformité du smart contract aux exigences qui ont été établies précédemment, qui ont été énoncées précédemment. Et donc, chaque vendeur devra ensuite décider par lui-même de délivrer une déclaration UE de conformité. Cette déclaration UE de conformité n'est pas sans conséquence, parce que s'il y a un problème, si on se rend compte que ce smart contract n'est pas conforme aux exigences, alors dans ce cas-là, ce vendeur, donc celui qui a établi cette déclaration, verra sa responsabilité engagée. Ici, donc, sur le smart contract, pour sécuriser le partage des données, on voit la première véritable utilisation potentielle et le véritable premier intérêt du smart contract. Donc, le smart contract serait un bienfait. Mais comme je vous l'ai dit au début, le smart contract est aussi un risque pour la protection des données. C'est la question du RGPD. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, ce qui a déjà été parlé de cette conférence. La question du RGPD a déjà été évoquée, mais simplement pour vous dire que le smart contract, il ne fait aucun doute que le RGPD sera applicable au smart contract. En effet, le droit de l'Union
a prévu un champ d'application particulièrement large du RGPD, qui était souligné par la Cour de justice notamment. Dès lors, le smart contract devra se conformer au RGPD. Et la CNIL considère d'ailleurs, qu'il ne fait aucun doute, que le RGPD sera applicable au smart contract. Dès lors, de nombreux problèmes se posent parce qu'il semble que le smart contract ne soit pas conforme en l'état au RGPD. Les difficultés apparaissent notamment en matière de droit à l'effacement, mais pas uniquement en matière de droit à l'effacement, il y a de nombreux domaines. On peut également citer le droit de ne pas faire l'objet d'une décision uniquement fondée sur un traitement automatisé. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à cette absence de conformité et dire le smart contract ne sera pas licite. En effet, nous avons un silence total du droit de l'Union sur ce sujet. Jamais le droit de l'Union n'a évoqué le sujet smart contract et RGPD. Toutefois, donc, la CNIL, comme je l'ai dit, s'est saisie de ce sujet. Elle considère que smart contract et RGPD ne sont pas structurellement incompatibles dès lors qu'on aménage technologiquement le smart contract et juridiquement le RGPD. En effet, on pourrait prévoir en amont, donc dans le code, une meilleure protection des données. Néanmoins, ça ne permettrait pas une protection parfaite des données, une protection importante des données, comme l'exige le RGPD. Donc, cela implique aussi d'accepter que les smart contracts aient un respect minimal, moins important du RGPD. Donc, il faudra adapter à la fois RGPD et technologie. C'est comme l'a dit la professeure Barrault, c'est vers ça qu'il faudrait se tourner, que le droit de l'Union semble aujourd'hui devoir se tourner. Donc, c'est adapter pas uniquement le droit au RGPD, mais aussi pas uniquement le droit au smart contract, mais aussi le smart contract au droit. En conclusion, sur ce sujet, donc sur la genèse du smart contract en droit de l'Union, je pense qu'il est important de retenir que le droit de l'Union essaye d'appréhender aujourd'hui le smart contract. C'est la première chose. Néanmoins, il ne semble pas y avoir de véritable fil conducteur. C'est une approche éclatée, on l'appréhende à travers le prisme contractuel et à travers le prisme des données. Cela peut sembler un peu incohérent dès lors qu'on est en attente de l'adoption d'un acte général qui viendrait rétablir toute la cohérence nécessaire à ce smart contract. Le smart contract est un sujet suffisamment complexe, je pense que vous commencez à l'avoir compris, pour ne pas essayer d'être le plus clair possible. Je repasse la parole à la professeure Barrault pour vous expliquer le smart contract en droit national. Merci. Alors, si on reprend la proposition du smart contract, Yves Venn, alors on devrait dire, si le droit de l'Union européenne s'empare de la question du smart contract, alors le droit français n'a pas vocation à le traiter lui-même. Or, M. Chamel vient de vous le démontrer, il n'est pas certain que le droit de l'Union européenne soit capable de produire un cadre juridique pour le smart contract dans des délais suffisamment rapides pour apporter la sécurité, la confiance dont les acteurs de marché ont besoin. Les acteurs de marché et peut-être au-delà du marché, la puissance publique, parce que le smart contract pourrait aussi avoir parfois une certaine utilité dans les relations usagers des services publics et personnes publiques. Il y a une tendance à la contractualisation, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours une bonne chose, mais qui est indéniable. Et le smart contract pourrait, dans certains cas, sous forme d'exécution d'engagement, avoir une relative efficacité. En droit actuel, en droit français actuel, il n'y a pas vraiment de disposition générale de consécration légale ni de la blockchain ni du smart contract, mais il y a des hypothèses de reconnaissance, des validations ponctuelles, et pour l'essentiel, beaucoup d'expérimentations. On est un peu dans une période sandbox, on est dans un bac à sable. Et de temps en temps, les acteurs concernés font savoir à la puissance publique que leur bac à sable a besoin d'un cadre juridique, ne serait-ce que balbutiant, pour que l'expérimentation puisse être menée à terme. Je pense que principalement, nous sommes sur des hypothèses aujourd'hui de smart contract associés à un contrat existant. Donc, nous avons bien une dualité de contrat fiat ou contrat effectif et de dispositifs blockchain d'exécution des obligations du contrat effectif. L'idée d'un smart contract autonome ne doit pas être négligée et je vais m'y intéresser en fin d'intervention, mais je crois que l'accent doit être mis sur
la manière dont l'autonomie de la volonté, la liberté contractuelle, le principe du consensualisme consacre la licéité de principe du contrat effectif associé à un smart contract qui lui est subordonné. Assurément, ce smart contract subordonné est soumis à certaines règles de fond, de forme et de preuve du Code civil et des codes spéciaux, notamment le Code de commerce, le Code de la consommation et le Code des impôts. Vous savez que les transmissions de cryptoactifs ne se font pas en franchise d'impôt sur la plus-value, même s'il n'y a pas de TVA. Donc, dès lege lata, il y a un droit applicable au smart contract subordonné. Ce que l'on peut se poser comme question, c'est s'il ne faut pas le perfectionner, des lege ferenda. Donc, je vais vous faire quelques propositions appuyées par M. Charmaine. Carrément, vous proposez quelques articles nouveaux pour le Code civil. Alors, je ne vais pas le faire d'une main tremblante, mais je vais le faire d'une voix tremblante et en redoutant les retours de nombreux collègues de la doctrine civiliste qui vont me dire qu'il ne faut surtout pas toucher au Code civil pour une technologie informatique, et le retour de collègues, je dirais, affairistes qui vont me dire non, il faut absolument que ce soit des règles très techniques du monde des affaires. Et je pense que les spécialistes du droit de la consommation vont eux aussi être mécontents des propositions que je peux faire, parce que certains pensent que le smart contract est à l'avantage du consommateur et veulent que le consommateur puisse en bénéficier de suite, notamment quand on envisage l'automatisation du remboursement des retards de vol. Alors, on ne volera plus beaucoup dans le futur, semble-t-il, à cause du Green Deal notamment, mais quand on vole, souvent on est en retard, on a des problèmes de correspondance, et il y a un règlement européen qui permet une indemnisation qui fonctionne de mieux en mieux. Paradoxalement, au moment où on va arrêter de voler, l'indemnisation fonctionne bien. Et le smart contract permettrait de délivrer les indemnités prévues par ce règlement automatiquement aux passagers concernés par l'information envoyée à la blockchain comme quoi l'avion était en retard. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les consommateurs ont souvent des droits au remboursement, des avantages en vertu d'un contrat que leur a proposé un professionnel qu'ils ne réclament pas. Donc, l'automatisation de ces indemnisations pourrait être une bonne chose à se discuter. Et puis, donc, pour terminer, je vous dirai quelques mots de ce que pourrait être le régime juridique d'un smart contract autonome, c'est-à-dire un contrat véritablement électronique, source lui-même de nouvelles obligations. Ça existe. Cela existe. Je ne dis pas que cela va exister dans le futur. Aujourd'hui, il y a des DApp, c'est-à-dire des applications dérivées du smart contract, comme la DAO, les introductions, les levées de fonds en crypto-actifs. Les crypto-actifs eux-mêmes sont des applications de smart contract, mais le régime juridique, lui, est encore recherché. Alors, pour commencer, quelques exemples aujourd'hui de smart contract, quelques applications et expérimentations. Alors, je me suis enfermée le plus possible dans le cadre français, puisque je vous parle du droit national, mais parfois, notamment pour les expérimentations, elles sont à dimension internationale, parce que la blockchain est transnationale, comme Internet. Et cela nous posera d'ailleurs d'énormes problèmes en droit international privé. Donc, une initiative assez remarquable avait été prise par le gouvernement français en reconnaissant les mini-bons, qui sont aujourd'hui encore mentionnés à l'article L223-1 et suivant du Code monétaire et financier. Les mini-bons permettaient à des sociétés par action et à des SARL d'émettre des obligations qui pouvaient être inscrites, c'était une option, dans un DIP, un dispositif électronique d'enregistrement partagé, et transmis par un mouvement dans le DIP. Et c'était extraordinaire, puisqu'on faisait produire à une modification des inscriptions dans ce dispositif électronique d'enregistrement partagé les effets d'une cession. Les mini-bons ont été condamnés à mort par la loi de finances pour 2022. Très peu de personnes comprennent pourquoi. Il semblerait que c'est lié à la réforme du financement participatif. Le financement participatif, à l'initiative de l'Union européenne, a fait l'objet d'une nouvelle réglementation qui ne rend plus nécessaire les mini-bons, puisque aujourd'hui, les bénéficiaires
qui pouvaient autrefois émettre des mini-bons peuvent directement recourir au crédit interentreprise généralisé et au financement participatif. Donc voilà une application qui aura été fugace de la technique du smart contract. Une application pour l'instant pérenne est l'inscription en dispositif électronique d'enregistrement partagé des titres de sociétés non cotées, ce qui permet aussi leur cession et leur nantissement. Donc ça, c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, une société non cotée peut inscrire ses titres dans une technologie smart contract. Et cela permet d'assurer une cession et un nantissement avec, là encore, des dispositifs optionnels, mais qui sont intrinsèquement exécutés en vertu de la blockchain. On écarte complètement les règles habituelles de cession des parts sociales ou de cession des actions. J'ai cherché des chiffres et j'espérais en trouver, mais je n'en ai pas trouvé. Et je fréquente un certain nombre d'avocats et même d'experts comptables qui font du droit des sociétés. Aucun d'entre eux n'a eu de demande de la part des sociétés dont ils gèrent le secrétariat juridique de faire une modification des statuts pour opter pour cette solution blockchain appliquée au droit des sociétés. Je vous conseille néanmoins la lecture des articles correspondants du Code monétaire et financier. C'est intéressant et cela montre qu'en fait, le législateur n'a pas vraiment de difficulté à légiférer. Maintenant, je ne connais pas, mais peut-être que soit dans cette salle, soit à distance, il y a des personnes qui connaissent la réaction des milieux technologiques à cette intervention législative. Une application nouvelle était envisagée grâce à l'ordonnance du 15 septembre 2021, qui a fait l'objet d'un décret complémentaire que je n'ai pas jugé bon de citer aussi, parce que nous restons un peu sur ce point à la surface des choses. La digitalisation, alors, on sait ce qu'il faut penser de ce mot, hein. En général, on essaye de ne pas l'utiliser parce que beaucoup de personnes ne savent pas à quoi réellement fait allusion, hein, aux chiffres, hein, tout bêtement, mais on pourrait parler de numérisation, mais l'ordonnance retient néanmoins le principe de la digitalisation de toutes les sûretés. Et le décret, on l'attendait avec impatience, confirme que cette digitalisation, cette numérisation de toutes les sûretés est possible par un dispositif de type blockchain. Alors, ordonnance du 15 septembre 2021, décret pris 2 mois plus tard, je n'ai pas vu passer le cas d'application. Les expérimentations se situent essentiellement dans le domaine financier. Si vous consultez l'ouvrage de Dominique Leget consacré à la blockchain et aux cryptoactifs, la plupart des exemples qu'il cite sont issus du droit financier. Un très bel exemple a été démontré par la Banque de France avec la gestion des créanciers SEPA. Ça a été une expérimentation tout à fait réussie. Il y a plusieurs expérimentations en cours, mais elles sont toutes internationales pour les virements et les paiements internationaux. Ces expérimentations sont aujourd'hui quasiment toutes, selon ce que j'en sais, sous forme de blockchain privée. Donc, s'agit-il vraiment d'usage de la technologie blockchain? S'agit-il vraiment de smart contract? Nous avons quelques doutes. Crédit documentaire et lettres de crédit sont dans le droit du commerce international des outils indispensables, notamment avec les connaissements maritimes. Et aujourd'hui, dans le secteur du transport maritime, comme dans le secteur du transport routier, il y a des expérimentations de recours à la blockchain, notamment pour suivre la circulation des conteneurs. On ne nous dit pas si ça permet de les récupérer au fond des océans quand à l'issue d'une tempête, ils tombent à l'eau. Dans le domaine de l'assurance, M. Charmel vous a parlé de l'exemple d'AXA. Donc, l'idée serait de se servir du smart contract pour développer l'assurance paramétrique. Un événement naturel survient, automatiquement, cela déclenche l'indemnisation des personnes concernées. Alors, il faut quand même savoir qu'en droit français, on exclut de l'assurance les conséquences des catastrophes naturelles, sauf arrêté ministériel déclarant la situation de catastrophe naturelle. Donc, il faudra trouver le moyen d'intervenir dans la chaîne de blocs pour donner l'information que la catastrophe naturelle est reconnue par arrêté, ou alors supprimer l'exigence de l'arrêté pour que ce type d'assurance paramétrique se développe. Cette intervention dans la blockchain, c'est celle de l'oracle. L'oracle est le dispositif qui peut être lui-même sous forme de logiciel qui permet d'informer la blockchain
de la surveillance des événements qui sont sous-entendus sous le if. Parce que la blockchain ne peut pas détecter, en l'état actuel des choses, me semble-t-il, et sauf recours à une intelligence artificielle qui ne semble pas encore aujourd'hui au point, la survenance des événements qui déclenchent le VEN. Donc, c'est particulièrement vrai pour l'assurance paramétrique ou les conventions de marché. Les conventions de marché, ce sont ces protocoles que signent les compagnies d'assurance et qui répartissent les indemnisations entre elles en fonction d'un partage de responsabilité ou d'une reconnaissance de responsabilité qui est prédéterminée. C'est notamment utilisé en matière d'assurance de véhicules terrestres à moteur. On pourra développer aussi de la micro-assurance et de l'assurance collaborative via notamment cette application centralisée DAO qui est caractéristique de la blockchain. Application DAO dont une des premières manifestations, The DAO, a donné lieu à une extorsion de 50 millions d'euros, ce qui laisse un mauvais souvenir, mais il semblerait qu'aujourd'hui, il y ait une meilleure maîtrise de la rédaction des lignes de code qui permettent de faire fonctionner ce genre d'application. On parle aussi dans le secteur de l'énergie l'utilisation de smart contracts liés au smart grid, permettent par des smart contracts d'automatiser des partages d'énergie. Donc, une personne a une maison avec des panneaux solaires sur son toit, elle produit de l'énergie qu'elle n'a pas vocation à utiliser. Aujourd'hui, elle peut revendre son énergie à EDF. Demain, elle pourrait la partager avec ses voisins au moyen de smart contracts. En tout cas, la législation en vigueur en France le permet. Bien sûr, on envisage le partage d'objets connectés. Alors, je vous rappelais tout à l'heure l'exemple dont tout le monde nous rabat les oreilles. Hein. Franchement, c'est cet exemple de location de courte durée. On règle le montant de la location par un versement de crypto-actifs, donc de Bitcoin ou une autre dite crypto-monnaie, et on reçoit un code, toujours par la technologie blockchain, et ce code déverrouille la serrure électronique, ce qui permet d'entrer dans le logement et supprime toute intervention d'un tiers. C'est un peu lassant, mais on ne trouve pas beaucoup d'autres exemples voilà, de partage d'objets connectés. Et on évoque enfin la situation des smart cities. Il y a notamment à Dubaï une expérimentation, il y aurait 80 blockchain smart contracts, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, à Dubaï, notamment pour économiser l'énergie, pour économiser l'eau, faciliter la circulation et la répartition des personnes dans les lieux notamment de loisirs. Donc voilà toutes les applications possibles. Reste maintenant à se demander plus précisément ce que le droit français peut faire face au smart contract, des légers lata, et ce qu'il pourrait faire des légers ferranda pour les smart contracts subordonnés d'abord, pour le smart contract autonome ensuite, car dans ces cas d'application possibles que je viens de vous présenter, il y avait, me semble-t-il, les deux visages du smart contract. Il y avait énormément de situations de smart contract dits subordonnés, avec des contrats effectifs qui le précédaient, mais il y a aussi quelques cas dans lesquels, visiblement, nous avions affaire à des expérimentations tendant vers un smart contract autonome. Alors aujourd'hui, ce qui est possible, compte tenu de la législation en vigueur, c'est très certainement d'aménager la période des pourparlers. Le smart contract pourrait apporter une contribution significative à l'exécution des obligations nées des pourparlers, qui sont essentiellement des obligations de transmission d'informations, informations qui ont un caractère documentaire. Donc aujourd'hui, on utilise des data rooms. Les data rooms, autrefois, permettaient de mettre dans la même pièce tous les documents papier que devaient consulter des parties à, par exemple, une acquisition de société. Aujourd'hui, elles sont dématérialisées, les documents sont électroniques et on utilise des intranets sécurisés, des plateformes d'échange de documents. Dans certains cas, j'ai vu Google Drive au service de l'échange de la documentation en vue d'un closing. Ça me semble quand même très risqué. Par conséquent, la blockchain permettant un accès immédiat, permanent et égalitaire, ce qui est très important aux documents préparatoires d'un contrat, on peut imaginer d'enregistrer dans une blockchain les documents préparatoires du contrat et d'exécuter ainsi les obligations d'information préalables qui sont aujourd'hui rendues obligatoires par le Code civil depuis la réforme de 2016. C'est là un point qui soulève peu de difficultés dans la doctrine. Tout le monde semble s'accorder pour considérer que c'est possible.
En revanche, une fois le contrat conclu, le contrat effectif, le contrat fiat conclu, comment recourir au smart contract en l'état actuel du droit? Je pense que la première étape, c'est de regarder dans le contrat effectif, presque le contrat de droit civil, ce qui constitue dans ce contrat une obligation simple. Comme M. Charmeil le faisait remarquer, la nuance n'est pas possible. La subjectivité ne peut pas avoir sa place dans un dispositif de smart contract tel qu'aujourd'hui la technologie permet de le rédiger. Ça ne veut pas dire que ce sera pour toujours impossible. Après tout, l'intelligence artificielle, par le biais du deep learning, a vocation à se rapprocher de plus en plus de l'intelligence humaine. Or, par essence, nous sommes des individus nuancés, nous nous adaptons. Alors que le smart contract, lui, est programmé pour exécuter une action sur laquelle on ne peut pas revenir, sur laquelle il ne peut pas y avoir en principe de contrainte. Par conséquent, il faut, je pense, une grande intelligence du contrat conclu pour déterminer quelles obligations, dans quelles conditions peuvent faire l'objet d'une exécution automatique. Et ça, c'est vraiment très compliqué parce qu'on ne peut pas mettre d'obligations complexes. Et il faut bien sûr ensuite prévoir quelle chaîne de transmission d'informations permettra de débloquer l'exécution du smart contract. Le smart contract exécutera le versement des fonds sur instruction. Alors, ça peut être une date, c'est relativement simple, mais ça peut être aussi la réalisation de sa propre prestation par le contractant. Donc, l'oracle, personne éventuellement, personne physique ou dispositif automatique, informera la blockchain, un capteur. Un capteur, par exemple, vous recrutez une équipe pour amasser des abricots. Il faut que les abricots aient atteint un certain degré de maturité. Donc, un capteur indique que le taux de sucre dans les abricots sur les arbres est suffisant et on déclenche le recrutement par l'agence d'intérim des personnels, des intérimaires qui viendront le lendemain ramasser les abricots. Aujourd'hui, on fait ça à la main dans beaucoup d'endroits. Demain, ça pourrait être complètement automatisé. Ceci dit, le contrat de travail de l'intérimaire, lui, est complexe. On ne le voit pas passer par la blockchain, en tout cas pas aujourd'hui. D'où l'interrogation sur les parties. Quelles parties au smart contract subordonné? Aujourd'hui, compte tenu du principe de l'autonomie de la volonté, de la liberté contractuelle, du consensualisme, de la liberté de la preuve qui s'applique y compris en matière de droit de la consommation, le smart contract peut être proposé dans des relations de professionnels entre eux, dans des relations de particuliers entre eux, pourquoi pas, mais encore faut-il que ces particuliers aient accès à la technologie, et aussi dans des relations professionnelles consommateurs. Quel rôle pour l'oracle? C'est là aussi un point compliqué. Les notaires, lors de leur congrès à Nice en septembre 2021, ont réfléchi sur le numérique, l'homme et le notariat, et il y a eu tout un atelier consacré à la blockchain auquel on m'avait invité. Et le notaire pense qu'il peut avoir un rôle tout à fait spécifique à jouer. Il se voit comme tiers de confiance dans la blockchain, puisqu'il est tiers de confiance dans la société actuelle, et il se voit comme oracle. Le notaire se voit comme certifiant les informations que l'oracle, le programme informatique, va communiquer à la blockchain pour qu'on passe d'une étape à une autre dans l'exécution du contrat. Et les notaires sont notamment très inquiets de la bonne information des parties. C'est pourquoi ils ont proposé une clause spécifique à intégrer dans les contrats effectifs prévoyant le recours à un smart contract subordonné. Alors, je vous en lis un petit morceau. Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de la clause instaurant l'auto-exécution du présent contrat par un protocole informatique mis en place par tel programmateur et enregistré sur le dispositif d'enregistrement électronique partagé connu sous le nom de, et ici il faut mettre le nom de la blockchain. Précision est ici faite que le programmeur est choisi d'un commun accord entre les parties, qu'il est assuré pour cette activité auprès de telle compagnie d'assurance ou tel numéro de police. L'attention des parties a été particulièrement attirée sur les caractéristiques de ce protocole informatique, à savoir que le protocole consiste à traduire telle clause du contrat sous forme de code informatique
et que le langage de programmation choisi est, par exemple, Solidity, qui est le langage, je crois, que l'on utilise le plus souvent pour le smart contract sous la blockchain Ethereum. Le code informatique automatise la dite clause, de sorte que dès la réunion des conditions fixées par le contrat s'auto-exécute de manière autonome, sans intervention des parties ni d'un tiers. Le dispositif d'enregistrement électronique, la clause se termine ainsi, donc le dispositif d'enregistrement électronique partagé sur lequel sera programmé le protocole informatique est une base de données décentralisée et répliquée entre tous ses utilisateurs. L'enregistrement de l'accord traduit sur ce dispositif le rend immuable, transparent et auditable. Voilà ce que les notaires proposent comme clause. Et là, vous vous dites, mais ce n'est pas de la blockchain. Ce n'est pas de la blockchain publique, c'est effectivement bien écrit, c'est une base de données décentralisée, mais limitée à un cercle restreint. Il y a les parties au contrat, il y a le programmeur, il y a le notaire. Ont-ils tous une clé? Le notaire, c'est même pas sûr, mais le notaire, ensuite, dans le contrat, derrière cette clause d'information des parties, prévoit que les parties lui communiqueront les informations à transmettre au programmeur pour qu'il les introduise par l'oracle dans la chaîne de blocs. Donc, les notaires veulent ainsi reconquérir finalement un rôle de tiers certificateur qui sera intermédiaire entre l'oracle et les parties. Alors, c'est la négation des promesses de la blockchain, de la décentralisation, de l'automatisation. Et même s'ils écrivent que l'accord est rendu immuable, transparent et auditable par le dispositif blockchain, auditable, ça veut dire que l'on rend des comptes sur la bonne exécution. Comme en matière de RGPD, ça reste, on peut douter. On peut douter que ça puisse être efficace. Ça reste compliqué d'imaginer que ces blockchains privées soient véritablement des blockchains et que la transparence soit garantie. D'ailleurs, le secret des affaires s'y opposerait probablement très souvent. Question de droit international privé, quelle loi appliquera-t-on et quel juge? Et le juge a-t-il une place? Dans de tels contrats aujourd'hui, tels qu'on les imagine, est-ce qu'il ne faut pas mieux d'emblée exclure le recours au juge étatique? Ce qui n'est pas exclu tout recours au juge, puisque la clause compromissoire vous permettra de recourir à l'arbitrage. Recourir au juge aujourd'hui, c'est s'exposer à quoi? À la médiation et à la conciliation. Parce qu'aujourd'hui, la procédure civile permet au juge de vous imposer dans quasiment tout litige une médiation et une conciliation si vous ne l'avez pas faite avant de le saisir. Mais médiation et conciliation sont inconciliables avec l'automaticité de l'exécution de la smart contract. Donc là, le droit français va toucher ses limites. Quant à savoir quelle loi appliquer, il faut trouver un élément de rattachement. Lorsqu'il y a une dimension internationale dans un contrat effectif, cela veut dire que le smart contract, lui aussi, il va emprunter sa dimension internationale au contrat effectif. Je ne crois pas en effet que l'on puisse dire que le recours au smart contract soit à lui seul un élément d'extranéité qui justifierait une recherche d'une loi applicable autre que la loi française, dès lors que le contrat effectif, lui, ne se rattacherait qu'à la loi française. Alors, évidemment, une convention contraire des parties est possible. Là, il y a l'absence de convention, et puis la convention des parties permet de choisir n'importe quelle loi, finalement. C'est le principe de l'autonomie de la volonté. Nous sommes en matière contractuelle, quoi qu'on en dise. Les questions de preuve. Les questions de preuve aujourd'hui, par la blockchain, sont abordées souvent dans une approche polémiste en disant mais la blockchain devrait être considérée comme une preuve à part entière, une preuve aussi efficace que l'acte authentique. Et une parlementaire avait proposé il y a déjà quelques années, ça devait être en 2016, de voter une modification du Code civil pour ériger la preuve blockchain au rang de la preuve par acte authentique. Alors, aujourd'hui, quelle est la valeur probatoire du smart contract? Ce qui revient à se poser la question de la valeur probatoire de la blockchain. Compte tenu du fait que le principe en droit français, c'est celui de la liberté de la preuve, sauf dans les cas où la loi en a disposé autrement, la blockchain, je dirais, et le smart contract sont des preuves comme les autres. Dès lors qu'on est dans le domaine de la liberté de la preuve, ce qui, dans les relations entre commerçants, pour la preuve des actes de commerce, suffit à donner un large champ d'application à la preuve par blockchain. Mais évidemment, lorsque l'on sort de la relation des commerçants entre eux pour raison d'actes de commerce, lorsque le montant de l'obligation est supérieur à 1 500 €,
et parfois même dès le premier euro dans certains contrats spéciaux, la preuve ne peut se faire que par un écrit. Il faut à ce moment-là, puisque la blockchain ne peut pas être considérée comme un écrit, il faut passer un cap. Et passer ce cap, cela suppose de conclure une convention sur la preuve. Les conventions sur la preuve sont une solution un peu magique du Code civil pour donner un rôle probatoire au smart contract. Il faut y penser. Simplement, la Cour de cassation a mis une limite assez désagréable. Elle considère qu'il ne peut pas résulter de présomption irréfragable d'une convention sur la preuve. Or, bien sûr, l'intérêt de la blockchain et du smart contract, ce serait de constituer une telle présomption irréfragable. Quant à la protection des données personnelles, eh bien, comme M. Charmeck vous l'a dit, elle s'impose au smart contract et la conciliation n'est pas possible. La plupart des smart contracts dont j'ai pu voir aujourd'hui des applications ou des exemples ne permettent pas de faire fonctionner correctement le smart contract au regard des exigences du RGPD. Donc, il faut prendre le risque pour les acteurs de violer le RGPD. Le problème est à tous les niveaux, notamment celui du consentement. Alors, réformer le RGPD n'est pas une compétence du législateur français. Il ne le peut pas. Il ne peut qu'exercer les options qui sont permises par le RGPD, puisque c'était un règlement très particulier qui proposait des options. Mais les autres aspects de la législation applicable au smart contract subordonné peuvent faire l'objet d'une intervention législative. Donc, nous vous proposons d'introduire dans le Code civil des lege ferenda, donc ce sont des propositions que nous mettons sur la table, une sous-section 3, d'ajouter une sous-section 3 à la section qui est actuellement consacrée aux effets du contrat entre les parties et qui en comprend déjà 2 sous-sections. Donc, nous ajouterions une 3e sous-section, nous compléterions les articles 1193 et 1198 pour permettre au niveau des effets du contrat entre les parties, vous voyez que là, c'est une prise de position très ferme en faveur du caractère subordonné du smart contract pour développer les effets du smart contract, les sécuriser. Alors, bien sûr, j'imagine que du côté de la technologie, des geeks, la réaction est brutale. On dit, pas du tout, ça va mettre fin au smart contract, ça va nous empêcher d'agir. Ben, oui, mais aujourd'hui, le smart contract fait courir des risques que M. Charmeil a exposés. Et le rôle du droit, c'est de protéger les plus faibles. Donc, c'est pour ça que je proposerais volontiers, en ce qui me concerne, de commencer par un article sur la délimitation du champ d'application du recours au smart contract en excluant le smart contract du champ du droit de la consommation. Pas de smart contract pour l'instant avec les consommateurs, aussi longtemps que l'on ne trouve pas le moyen de revenir sur le smart contract et de mettre en place un vrai droit de rétractation. Je pense qu'ensuite, il faut vraiment enfoncer le clou et poser un principe de séparation entre le contrat soumis aux conditions de validité du Code civil et pour lesquelles aucune dérogation n'est possible, et le smart contract qui est cette fois-ci qualifié d'un point de vue juridique et non pas informatique de modalités conventionnelles d'exécution du contrat, ce qui veut dire que sans une clause équivalente à celle que je vous ai brièvement lue il y a quelques instants, le recours au smart contract n'est pas possible. Ce serait une obligation d'avoir une clause dédiée au recours au smart contract. Ensuite, un article évidemment sur l'information, et la clause proposée par les notaires de ce point de vue-là pourrait servir de modèle aux législateurs pour expliquer donc entre les parties les conséquences du recours au smart contract, pour éclairer le co-contractant, parce que évidemment, on n'imagine pas que cela puisse fonctionner autrement que comme un contrat d'adhésion. Si le contrat est de gré à gré, la clause de smart contract est une clause d'adhésion qui sera imposée par la partie la plus puissante probablement à la partie la plus faible, d'où l'intérêt d'éliminer les consommateurs. Il faut ensuite affronter la question de la responsabilité et probablement créer une obligation d'indemniser le co-contractant qui subit un préjudice en raison de l'exécution d'obligations nulles ou réputées non écrites, mais exécutées parce que existe ce principe d'immutabilité et d'automaticité du smart contract. Et là, je pense que les rédacteurs de smart contract, les informaticiens, ne vont pas être du tout d'accord parce que cela, évidemment, génère une contradiction.
On choisit l'immutabilité, l'automaticité du smart contract et on dit ensuite, mais si c'est exécuté, cela donne lieu à responsabilité. Alors, la responsabilité n'est pas forcément celle du co-contractant, de la partie qui subit le préjudice. Ce peut être la responsabilité du rédacteur du smart contract, le programmeur dont les notaires exigent qu'il soit assuré, ou ça peut être la responsabilité de celui qui a transmis à l'oracle des informations éventuellement erronées. Cette responsabilité, en dehors de cette obligation d'indemniser le préjudice, pour les autres situations, à mon avis, devrait plutôt être une responsabilité optionnelle. Pour le rédacteur du smart contract et les utilisateurs, il faudrait prévoir un régime de responsabilité uniquement pour faute, voire pour faute lourde, et prévoir la possibilité d'éluder cette responsabilité. Une clause d'exclusion ou de limitation de la responsabilité devrait être valable. Et je crois maintenant, mais je ne le croyais pas quand j'écris mon article en 2017, qu'il faut dédier un article à l'oracle et préciser ce qu'est l'oracle. Est-ce que c'est un nouveau tiers de confiance? Est-ce qu'on aligne sa responsabilité sur celle du notaire? Est-ce que l'on crée un tiers contrôleur de l'oracle, une obligation d'assurance pour l'oracle ou la compagnie qui utilise l'oracle? Est-ce qu'on a affaire à un oracle physique, ou carrément une personne? Est-ce que c'est un oracle réel, donc une chose connectée, un objet connecté? Est-ce que c'est un oracle programmé, un petit programme qui se glisse dans les interstices du smart contract? Ces questions sont posées. Évidemment, je pense aujourd'hui contrainte, mais je ne l'avais pas pensé à l'époque, de franchir une étape supplémentaire et de faire une proposition numéro 2, puisqu'en fait, j'ai réfléchi sur une proposition de loi en matière de smart contract il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut aller jusqu'au stade de la preuve parce qu'il y a 2 obstacles insurmontables dans le Code civil. Ce sont les articles 1365 et 1367 du Code civil. L'écrit électronique qui fait preuve doit être intelligible. Si on regarde le smart contract, c'est un écrit électronique, certes, mais inintelligible, puisqu'il n'est pas écrit en langage humain. Donc, il convient probablement de préciser que le smart contract peut aussi être un écrit électronique probatoire, et se pose alors la problématique de la signature électronique, puisque le smart contract n'a pas de signature électronique qualifiée, qui se pose un certificat délivré par un tiers de confiance. Il n'a même pas de signature électronique avancée, on est tout au plus sur une signature électronique simple, dans beaucoup de cas. Donc, on ne peut pas avoir une preuve aujourd'hui au regard du Code civil par le smart contract. Et puis, il y a la question de la validité de l'eurodatage comme date certaine. Donc, ce que je propose, c'est de valider le smart contract comme preuve électronique per se, ayant date certaine par l'eurodatage de la blockchain. Ça serait une consécration intéressante. Ça va susciter un tollé du côté des notaires, je n'en doute pas, voire des avocats. Cela créerait une présomption. Et là, il faut bien donner une petite compensation au secteur informatique. Cette présomption, je la verrais susceptible de renverser uniquement par une expertise informatique. Ce qui nous amène à autoriser le juge, mais ça c'est plutôt une disposition du Code de procédure civile, à accéder aux informations de la blockchain. Alors est-ce qu'il faut en faire un super acteur de la blockchain avec sa propre clé? C'est là une question qui peut être envisagée, surtout si le juge que l'on choisit est un arbitre, choisi par les parties, rémunéré par les parties. Pourquoi est-ce que les parties qui partagent aujourd'hui avec les arbitres les secrets d'affaires les plus importants ne partageraient pas une clé pour la blockchain privée? Parce que vous l'avez bien compris, on est dans un système qui n'est pas la blockchain publique, parce que la blockchain publique, par son caractère transnational, ne peut pas être régulée par le seul droit français. Passons maintenant à la question du smart contract autonome, ce fameux contrat électronique, et il est temps d'y arriver compte tenu du fait qu'il ne reste plus qu'une ou 2 minutes, mais ce sera suffisant pour évoquer ce qui reste au programme. Cette licéité donc, du smart contract autonome pose un problème de cadre normatif de rattachement. Le smart contract autonome, celui qui naît dans la blockchain sans être précédé d'un contrat effectif et qui est à la fois l'accord des parties et la description des modalités d'exécution de l'accord des parties, ne peut pas se rattacher, semble-t-il, à une loi étatique. Dès lors, il faut envisager une variante de informatique, de la lex mercatoria,
vous savez, cet ensemble d'usages internationaux qui régissent les contrats internationaux, l'ex-cryptographia. Certains auteurs de droit international privé sont prêts à commencer la rédaction des usages. Et quant aux acteurs, évidemment, ils s'en servent déjà. Quant à la formation du smart contract autonome, il va de soi que le problème des parties doit être dépassé. Bien sûr, un smart contract autonome pourrait être un contrat avec un objet, notamment avec une intelligence artificielle. On parle de personnalité des robots. Je pense que le smart contract autonome est rattachable à cette problématique des robots et de l'intelligence artificielle. Alors ensuite, au niveau des conditions de validité, le smart contract doit s'exécuter automatiquement. On ne peut pas revenir sur l'hypothèse qui a été posée. Mais M. Charmaine a une idée intéressante qui est celle de développer un système de poupée russe, c'est-à-dire d'avoir un smart contract qui se décompose en petits smart contracts qui créent des alternatives. Par conséquent, en fonction des événements que les parties peuvent envisager au moment de la conclusion de leur accord, on pourrait envisager qu'une variante du smart contract s'exécute à la place d'une autre, qu'ainsi le smart contract se contredise. Cela permettrait de stopper, d'interrompre le smart contract, ça permettrait éventuellement de provoquer une restitution. Le professeur Meki, lui, propose un système de réseau smart contractuel qui ressemble pas vraiment au système de poupée russe de M. Charmaine, mais qui produirait le même effet. On associerait une chaîne de smart contracts pour que lorsque l'hypothèse prévue initialement n'est pas satisfaite, un smart contract se substitue. Bien sûr, au niveau du régime des smart contracts autonomes, il faudrait prévoir une automaticité totale de l'exécution des engagements. Et cela ne pourrait être dépassé que par un blocage ou une restitution par un smart contract antinomique et issu du système de la poupée russe, notamment. Et éventuellement, si l'application de la convention ne permettait pas la mise en place d'un smart contract antinomique qui vient contredire le premier qu'on ne peut pas exécuter, ou pour lequel il faut provoquer une restitution, on pourrait imaginer une injonction judiciaire. Et cette injonction judiciaire, peut-être devrait-elle passer par l'oracle. Monsieur Charmaine a relevé dans son mémoire qu'imposer le silence à l'oracle peut être un moyen de mettre fin à l'automaticité d'exécution du smart contract. Si l'oracle se tait, s'il ne transmet pas l'information prévue, alors il n'y a plus d'exécution. Enfin, se pose la problématique du règlement des litiges. Je vous ai dit, on est dans un cadre normatif qui n'est pas celui de la loi identique. Il faut donc créer une formation juridictionnelle dédiée. Cela existe. CRAPS. Il existe aujourd'hui une plateforme, alors c'est extrêmement compliqué, avec des juges qui sont sélectionnés en fonction du nombre de cryptoactifs qu'ils déposent et avec une sorte de surenchère, avec des sous-tribunaux pour statuer sur chaque problème que pose la mise en œuvre d'un smart contract. C'est une plateforme suisse. Pour qui connaît le système fédéral suisse, on comprend que les Suisses se soient emparés de cette question complexe parce qu'ils ont l'habitude de la complexité. Aujourd'hui, ces plateformes sont expérimentales, mais elles sont utilisées et le développement de l'intelligence artificielle probablement permettra un jour un règlement en ligne totalement automatique d'un litige né d'un contrat électronique appelé Smart Contract Autonome. On y sera presque. Je vous remercie pour votre patience et je vous signale simplement qu'en l'état actuel des choses, les règles d'ordre public tirées du droit des obligations, de l'ordre public économique ou bien encore de la protection des données, comme nous l'avons vu avec M. Charmaine, nous interdisent d'envisager que le smart contract autonome puisse être reconnu efficace en droit français. Voilà, je pense que la conclusion est un petit peu décevante, probablement. Le droit est parfois impuissant à réguler certaines actions de l'homme. Ce n'est pas pour autant que le droit doit se priver d'intervenir. Le modèle du droit international de la guerre nous montre à la fois l'intérêt et les limites d'une réflexion des juristes sur les conséquences de l'inventivité humaine.
Je vous remercie. Et je tiens à souligner l'intervention de M. Charmeil, car sans lui, une partie du contenu de ma propre intervention aurait été beaucoup plus légère. Nos réflexions, nos discussions depuis 6 mois dans le cadre de la préparation de son mémoire et les solutions qu'il a pu par lui-même découvrir ont considérablement enrichi la réflexion que j'avais moi-même menée et qui lui a inspiré le choix du mémoire. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions en ligne ou en présentiel? Que pensez-vous des différents projets qui sont à utiliser les smart contracts dans le recueil, la conservation et l'exécution des contrats testamentaires? Je pense qu'aujourd'hui, en droit français, nous avons pour le recueil des dispositions testamentaires un système dont l'efficacité est importante, dès lors évidemment que l'on est passé par un notaire. Par conséquent, il s'agirait de recueillir des dispositions testamentaires en l'état d'actes sous signature privée, en l'absence probablement de tout témoin. La proposition est intéressante, mais le rôle de l'oracle sera considérable parce qu'il va falloir entrer les informations dans la blockchain. Or, comment pouvoir certifier que c'est le défunt lui-même qui a entré les informations dans la blockchain? Parce que si ce n'est pas le défunt lui-même qui a demandé à quelqu'un de mettre dans la blockchain ces dispositions testamentaires, on peut soupçonner qu'elles sont frauduleuses. Ou en tout cas, on pourrait apporter la preuve qu'elles le sont. À moins que vous n'ayez une autre solution. Il m'avait semblé justement qu'avec le système de la blockchain, il y avait tout simplement le système des clés privées, c'est vraiment dans le cadre de collectif. Et je sais qu'il y avait justement, on parlait pas mal de certaines possibilités qui proposaient justement de se servir de ces clés privées qui étaient personnelles et qui justement avaient été conçues pour être infalsifiables dans le cas d'échanges. Oui, mais là, nous parlons de disposition testamentaire. Donc, la clé privée du défunt, en principe, est rendue inactive par son décès. Parce que sinon, il n'y a plus de sécurité. S'il a mis quelque part, s'il a écrit en clair sa clé privée, il l'a transmise à quelqu'un, donc il faut qu'il donne une clé privée à quelqu'un d'autre. Il faut que la personne qui reçoit la clé privée pour ouvrir le bloc de la chaîne qui contient les dispositions testamentaires soit une personne absolument fiable, qui ne puisse pas modifier ce qui a été écrit par le défunt. Or, si vous avez une clé privée pour accéder à un bloc de la chaîne, en général, vous pouvez lire et souvent, vous pouvez écrire. Donc là, il faudrait avoir la certitude qu'on ne puisse que lire. Et la certitude que cette personne se manifestera. Donc, vous devez ensuite écrire un autre programme dans la chaîne de blocs pour informer le notaire qui sera chargé du règlement de la succession qu'un testament est inséré dans un bloc de chaîne et qu'il doit en tenir compte. Et alors se posera la question de la contestabilité. Parce que, en l'état actuel des choses, ce bloc de la chaîne ne fait pas foi d'un testament pouvant contredire un testament qui serait par exemple à la forme authentique. C'est intéressant, c'est à creuser. Il faut que les professionnels de l'informatique nous disent ce qu'ils peuvent écrire, après évidemment que les personnes concernées aient formulé un besoin en la matière. Personnellement, je pense que pendant quelques années, ce sera plus simple d'aller chez son notaire. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais la blockchain ne diminue pas les coûts du contrat, la blockchain majore les coûts ou au moins les transferts, et elle les transfère sur la partie la plus faible, donc ça peut s'avérer quand même très très lourd pour les personnes de recourir pour des dispositions testamentaires à un tel système, alors que le notaire fait ça pour quelques centaines d'euros. Merci beaucoup. Il y avait, je crois, là une autre question. J'avais une question. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on utilise de plus en plus le smart contract et qu'à l'avenir, il puisse être appelé à quelque chose de devenir plus important, amène à l'augmentation de cyberescroquerie?
je pense en particulier au système physique que monsieur a mentionné avec AXA, le fait que tout soit automatisé et que une personne aurait pensé à rentrer des données frauduleuses qui seraient payées directement à la personne qui demande. Alors, il me semble que l'on vante l'inviolabilité de la blockchain. Oui, mais derrière les données, si les données frauduleuses sont entrées initialement et que la blockchain étant immuable. Oui. Alors à ce moment-là, vous posez la question de l'échec de la désintermédiation, puisque la blockchain est supposée fonctionner sans intervention d'un tiers de confiance. Ce que vous posez ici comme question, c'est celle du contrôle des informations qui sont données. Donc, dans le système Bitcoin, il y a des mineurs qui doivent apporter une preuve de travail ou dans d'autres systèmes, une preuve de consensus pour que soit validée l'information qui est enregistrée dans la blockchain. Donc là, vous posez la question de la vérification et on sait qu'aujourd'hui dans la blockchain, on vérifie un petit peu comme en matière de transmission de la propriété immobilière dans les actes des notaires, on vérifie la chaîne continue. Mais le tout premier maillon de la chaîne, s'il est faux, contamine sa fausseté à tous les blocs de la chaîne. À ce moment-là, la solution, c'est ce qui s'est passé avec le DAO, c'est l'interruption, si on a un consensus de 51% d'acteurs de la blockchain pour en refaire une autre. Je crois qu'il n'y a pas de, ce que vous posez est vraiment le nœud du problème parce qu'à l'origine, la blockchain a été prévue pour créer des cryptoactifs et en assurer la transmission. Donc, c'était la rémunération du travail. Le système, en quelque sorte, s'auto-contrôlait. Pour cette application-là, cette fonction-là de la blockchain, cela pouvait fonctionner. Mais quand on multiplie les applications de la blockchain, quand on passe de Bitcoin à Ethereum, le problème se pose effectivement de la certification de l'information à son entrée. J'espère avoir répondu. On se pose la question pour les diplômes. Vous savez qu'on envisage aujourd'hui de mettre sous blockchain les diplômes, mais il y a pas mal de sociétés qui travaillent sur cette question-là. Et la difficulté, évidemment, c'est si l'administration se trompe. Elle publie les résultats des étudiants et monsieur Frédéric Dupont est déclaré comme reçu. Mais l'administration a ensuite la possibilité de constater qu'elle a fait une erreur. En droit français, dans un délai de 4 mois, une décision administrative favorable octroyant un diplôme à un étudiant peut être rétractée. Donc, l'étudiant a eu son diplôme, puis ne l'a plus. Mais si entre-temps, c'est parti dans la blockchain, on fait comment pour attraper? D'où l'intérêt du système poupée russe ou réseau smart contractuel, mais qui sont des idées de juristes, vous voyez bien, pas des idées d'informaticiens, pour essayer de pouvoir revenir sur l'immutabilité de la blockchain. Le juriste n'est pas pour la perpétuité. Le juriste n'est pas pour l'immutabilité. Souvenez-vous, pour ceux qui ont fait du droit des régimes matrimoniaux, de l'immutabilité des conventions matrimoniales. En fait, on nous enseigne qu'elles sont susceptibles d'être modifiées, les conventions matrimoniales. Donc, les juristes veulent s'adapter aux circonstances. La blockchain ne le veut pas. À un moment donné, il va peut-être y avoir un combat et il faudra qu'il y ait une issue à ce combat. Voulez-vous ajouter quelque chose, Timothée, pour répondre à monsieur? Je vous remercie pour cette intervention vraiment enrichissante. Et j'aurais une question et une réflexion, s'il vous plaît. Premièrement, est-ce que vous pensez que la nécessité d'un programmeur parfois pour programmer le smart contract et l'intervention des oracles, est-ce que vous pensez qu'on revient peut-être d'une manière indirecte à la notion d'intermédiation qui est contraire à la désintermédiation posée par la blockchain? Ah oui, je pense que tel que les juristes reçoivent le smart contract, bon, c'est peut-être lié au fait que, compte tenu de mon âge avancé, je découvre sur le tas ces technologies et je ne pense pas que j'ai du mal à les comprendre, mais en revanche, j'ai du mal à envisager que l'on boute le droit hors d'une action humaine, qu'une forme d'organisation sociétale, parce qu'avec une DAO, finalement, vous pouvez organiser une sorte de société en participation uniquement à partir de smart contract, et j'ai du mal à imaginer qu'à aucun moment,
il y aura la possibilité pour la partie la plus faible, pour l'éventuelle victime, de faire valoir un droit. Je pense que l'équité et la justice dépassent la technologie. La question, c'est un peu celle de la privacy by design. Est-ce que l'on peut mettre l'équité et la justice dans la programmation informatique? Si vous me dites que oui, si vous me dites que l'on peut avoir un système avec une programmation qui garantit la fiabilité de l'oracle et la sincérité des informations transmises, et a posteriori une forme de régulation de la chaîne de blocs qui la protège, alors peut-être que je renoncerai à l'intervention du droit, mais jusque-là, et cet aménagement même d'ailleurs supposerait d'être entériné par la loi, jusque-là je pense vraiment que la désintermédiation n'est pas possible. Je n'y crois pas. Comme tout le monde, je la souhaite. J'ai été chef d'entreprise à un moment donné dans ma vie et si j'ai déposé le bilan, c'est parce que les intermédiaires prenaient des commissions exagérées. Donc, j'aurais été ravie de pouvoir financer mon entreprise au moyen des bidibons, au moyen du financement participatif et de bénéficier de la désintermédiation financière que permettent aujourd'hui les technologies blockchain. Cela aurait peut-être sauvé mon entreprise. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de risques qu'il n'y a de bénéfices. Et revenons une seconde sur ce qu'a dit M. Charnel, il faut quand même se poser la question de la sobriété énergétique de ces dispositifs. La période y est vraiment favorable. Le smart contract, c'est la conclusion aujourd'hui de beaucoup d'auteurs que l'on lit sur la question, n'apporte pas assez d'avantages, ne se différencie pas assez d'une exécution normale du contrat pour que l'on puisse le multiplier. Vous aviez une réflexion aussi derrière la question. Une réflexion à la nomination des smart contracts, parce que là, l'idéologie derrière le pilotage de la blockchain et tout, ça vient des cypherpunks qui ont dit we don't share if you don't approve of the software we write, we know that software can be destroyed and that a widely dispersed system can be shut down. Alors, puisque a widely dispersed system can be shut down, je pense que c'est mieux d'utiliser le mot de persistent scripts, des scripts persistants. C'est ce que aussi il y a M. Vitalik Buterin, le fondateur de Ethereum, a proposé aussi. Oui, il a beaucoup regretté d'avoir utilisé smart contract. Oui, je pense que c'est plus adapté, ça reflète beaucoup plus ce que c'est un smart contract. Je suis bien d'accord avec vous. Mais il n'aurait pas fallu. Il n'aurait pas fallu et je pense qu'il est trop tard. L'habitude a été prise d'appeler cela smart contract, tout en sachant que ce n'est pas un contrat intelligent. Et vous voyez les textes que vous a présentés M. Charmeil, même si ce ne sont que des textes soft law, et quand même il y a une proposition de règlement, on ose utiliser dans la version française du texte l'expression contrat intelligent. Donc je pense vraiment que c'est quasiment irrattrapable. Il faudrait rééduquer une génération, presque deux, pour leur dire non, ce n'est pas du smart contract, c'est une appellation qui ne vaut pas. Regardez tout bêtement en droit français, l'acte sous seing privé a disparu en 2016, c'est devenu l'acte sous signature privée. Mes étudiants qui ont commencé leurs études de droit après 2016, qui donc théoriquement n'auraient jamais dû entendre parler, sauf en histoire du droit des obligations de l'acte sous seing privé, m'écrivent tous, partout, acte sous seing privé. Donc, le vocabulaire précède, je crois que le vocabulaire suit l'idée, précède la définition et évidemment s'impose au stade de la consécration légale. Je pense qu'on est vraiment fichu, il faudra faire avec le smart contract et passer notre vie à expliquer que ce n'est pas un contrat intelligent. Merci. Si je peux juste ajouter quelque chose, c'est très intéressant ici de mentionner justement l'appellation de persistent script qui avait été proposée par Vitalik Buterin. Mais quand on regarde, donc c'était dans un tweet en 2018, donc il disait « Je regrette d'avoir choisi cette appellation ». Et ce qui est intéressant, c'est que dans son tweet, à aucun moment, il ne dit que maintenant, lui, il parlera de persistent script. Il dit juste que je regrette d'avoir choisi le mot smart contract, j'aurais dû choisir persistent script, mais il continuera à utiliser le mot de smart contract. Malheureusement, ce mot a été consacré, donc on l'utilise, même si en réalité, quasiment toute la doctrine est d'accord pour dire que c'est ni smart, ni un contract. Si on voulait une appellation plus objective, on dirait c'est un dumb no contract, mais on est obligé de choisir donc un non-contrat stupide, mais on est obligé de choisir l'appellation qui a été consacrée de smart contract.
on revient un peu sur la même interrogation qu'il y avait eu sur l'appellation d'intelligence artificielle en droit de l'Union, où on avait proposé, une résolution du Parlement a proposé de modifier cette appellation, justement parce que l'intelligence artificielle est une appellation trompeuse. On est sur le même problème. Une fois qu'une appellation a été consacrée et est utilisée par la communauté, on ne peut pas espérer la changer. Enfin, il me semble. Alors, il y a dans la discussion un message très intéressant de Damien Franchi, qui est un doctorant également du laboratoire IOD. C'est mon voisin de bureau, donc je le reconnais bien. Il dit quelque chose de très intéressant. Pour lui, la question du rapport problématique de la blockchain à l'environnement a beaucoup évolué parce que c'était lié au fait que les mineurs, à l'origine avec le Bitcoin, étaient récompensés après que la preuve de travail avait été établie. Désormais, il existe d'autres systèmes comme la preuve d'éligibilité, la preuve d'enjeu, qui permettent, ou encore la preuve d'activité, je ne connais pas pour ma part la preuve de capacité, je connais les autres, qui permettent donc de réduire considérablement l'empreinte énergétique du smart contract. Donc, il y a une prise de conscience du côté informatique de la nécessité de développer des systèmes de validation des informations qui sont enregistrées dans la blockchain, c'est du moins ce que dit M. Damien Franchi, avec une économie de consommation énergétique. Alors, il termine son intervention en disant, ce faisant, y a-t-il vraiment une contradiction avec le Green Deal ? Pour qu'il n'y ait pas de contradiction, il faudrait démontrer que blockchain et smart contract permettent, s'ils consomment de l'énergie en grande quantité, d'en économiser par ailleurs plus qu'ils n'en consomment. Parce que l'idée du Green Deal, c'est qu'il n'y ait pas une seule action, un seul acte qui soit réalisé sans prise en compte de son impact sur l'environnement, sur le climat, et sans compensation de cet impact lorsqu'il s'avère négatif. Donc le simple fait aujourd'hui que nous soyons dans cette salle avec les lumières allumées et le système de visio, c'est déjà pas très bon pour la planète. Mais le fait que beaucoup de personnes soient restées en ligne et n'aient pas consommé d'énergie en prenant un moyen de transport, c'est plutôt une bonne nouvelle. Lorsque je vous parlais du congrès des notaires à Nice en septembre 2021, Luc Julia était l'invité vedette, c'est-à-dire le mieux rémunéré de ce congrès des notaires de Nice, et il nous a dit la chose suivante, c'est une aberration. La blockchain est une aberration énergétique et écologique. Pour quelqu'un qui a largement contribué lors de ses activités auprès d'un GAFAM au développement de ses activités énergétiques et anti-écologiques, on peut comprendre qu'aujourd'hui il ait des remords, mais la suite de son discours, c'était de dire que l'on pouvait développer un numérique sobre. Et que pour lui, c'était une urgence de développer un numérique sobre. Il ne faut pas attendre. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, dans l'implémentation, qu'il faut envisager cette question de la consommation énergétique et de l'impact écologique de la blockchain et du smart contract. Oui? Je suis d'accord avec mon collègue Damien, mais je pense que, par exemple, Bitcoin, qui est maintenant peut-être la plus grande blockchain. Alors, on va signaler aux personnes à distance que c'est M. Mohamed Sharfi qui est doctorant sur blockchain et concurrence au laboratoire IOD, sous ma direction, qui s'exprime et qui valide la remarque de M. Franchi. Oui, je valide la remarque de M. Franchi, mais je me demandais si c'est possible de changer le protocole de Bitcoin si tous les utilisateurs de Bitcoin, si c'est simple en fait, d'adopter le nouveau protocole pour changer, par exemple, de la proof of work, de la preuve de travail, jusqu'à autre moyen de la validation, peut-être pour moins consommer d'énergie. Oui, alors vendredi dernier au colloque Blockchain and Privacy, qui se tenait dans les locaux de cette faculté, était présent un directeur de l'INRIA, donc un collègue dont je ne me souviens que du prénom, qui nous a expliqué que le Bitcoin nécessitait une dizaine de minutes pour la validation d'une information et créait un niveau de sécurité dont on n'avait pas besoin la plupart du temps pour les actions attendues de la blockchain. Donc, l'on pouvait réduire finalement le standard de validation et cela entraînerait évidemment une économie
énergétique importante. Mais je crois aussi qu'il a dit dans son intervention, si je me souviens bien, quand il a pris la parole, qu'on ne pouvait pas revenir sur les bases techniques sur lesquelles avaient été créées les chaînes de blocs existantes aujourd'hui. Donc, créer de nouvelles chaînes de blocs. Et ça nous amène à une question intéressante que je souhaitais soulever en conclusion, mais que je n'ai pas le temps d'évoquer, qui est celle de l'interopérabilité des chaînes de blocs. C'est des règles genre de l'Union européenne qui maintenant commence à... L'ouverture des standards et l'interopérabilité. Aujourd'hui, parce que finalement, il faudrait transférer Bitcoin dans une autre chaîne de blocs plus sobre sur le plan énergétique. Puisqu'il semble, d'après cet informaticien, que Bitcoin ne puisse pas modifier son mode de fonctionnement. Ceci dit, là, je n'y connais vraiment rien et il faut que d'autres personnes bien plus compétentes viennent devant vous, vous présenter d'autres cas d'application de la relation entre la blockchain et le droit.